Ils ont sorti mon frère de son milieu naturel où tout était gratuit pour lui, pour le ramener en ville où tout est payant. Est content de cette nouvelle condition de vie, mais il ne sait pas ce qu'il attend. Ils ont pris mon frère Chaba de son environnement naturel, là où tout était gratuit pour lui, là où il n'avait même pas besoin de réfléchir avant de vivre, là où chaque geste du quotidien était simple, évident, presque automatique. Là-bas, il n'y avait pas cette pression invisible qui pèse sur la poitrine des gens en ville. Là-bas, il n'y avait pas de facture qui t'attend à la fin du mois, pas de date limite, pas de coupure, pas de stress lié à un système. Tout ce dont il avait besoin était autour de lui, accessible, direct, sans intermédiaire. Et la terre donnait, la nature donnait, l'environnement répondait. Et elle vivait dans un équilibre qu'il ne questionnait même pas, parce que c'était normal pour lui. Mais ils sont venus le chercher. Ils lui ont montré autre chose. Ils lui ont parlé d'évolution, de modernité, d'opportunité. Ils lui ont présenté la ville comme un progrès, comme un niveau supérieur, comme un endroit où la vie serait meilleure, plus confortable, plus valorisante. Ils ont utilisé des mots qui font rêver quelqu'un qui n'a jamais connu autre chose. Ils ont créé dans son esprit une image plus grande que sa réalité, une promesse d'élévation, comme si ce qu'il vivait déjà n'était pas suffisant. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, il a commencé à regarder son propre environnement autrement, à le voir comme quelque chose de limité, quelque chose qu'il fallait quitter pour avancer. Alors il a accepté. Il est parti. Il a quitté cet espace où tout était fluide, où tout était donné, pour entrer dans un monde structuré, codifié, contrôlé. Un monde où chaque chose a un prix, où chaque besoin devient une dépense, où chaque étape de la vie est encadrée par un système. Mais au moment où il fait ce choix, il ne voit pas encore tous ces à point. Il voit seulement la surface, il voit les lumières, il voit le mouvement, il voit les gens habillés différemment. Il voit une autre manière de vivre. Ça lui suffit pour avancer. Ce qu'il ne comprend pas encore, c'est que ce déplacement n'est pas juste physique. Ce n'est pas seulement quitter un lieu pour un autre. C'est un changement de logique, un changement de règles, un changement de rapport à la vie elle-même. Là où il venait, la vie était centrée sur l'essentiel. Là où il arrive, la vie est organisée autour de la consommation. Et cette différence-là, elle ne se voit pas immédiatement. Elle se découvre progressivement. Au fur et à mesure que les réalités apparaissent. Ils l'ont pris de là où il n'avait pas besoin de payer pour exister, pour le placer dans un endroit où exister coûte. Et ça, c'est une transformation énorme, même si elle est présentée comme quelque chose de normal. Parce que quand tu passes d'un monde où la survie est naturelle à un monde où la survie dépend de ton pouvoir d'achat, tu changes complètement de position. Tu passes de quelqu'un qui vit dans un système qui le nourrit, à quelqu'un qui doit nourrir le système pour vivre. Et lui, au moment où tout ça commence, il ne le voit pas encore. Elle est juste en train de suivre le mouvement. Elle avance avec confiance, avec curiosité, peut-être même avec fierté. Parce qu'on lui a fait croire qu'il montait, qu'il évoluait, qu'il quittait quelque chose de bas pour quelque chose de plus élevé. Alors que ce qui est en train de se passer est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas juste un départ. C'est une bascule. Une transition silencieuse entre deux mondes qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le plus important dans tout ça, c'est qu'au moment où il met les pieds dans cette nouvelle réalité, il ne sait pas encore ce qu'il attend vraiment. Maintenant il est là. Elle est arrivée. Elle regarde autour de lui et tout semble différent. Tout semble plus rapide, plus serré, plus organisé. Les gens marchent vite. Personne ne s'arrête, personne ne regarde personne. Chacun est concentré sur quelque chose d'invisible. Comme si tout le monde poursuivait quelque chose sans jamais vraiment l'attraper. Et lui, au milieu de ça, il observe encore. Elle ne comprend pas encore, mais il commence à sentir. Elle commence à ressentir une pression légère, presque imperceptible, quelque chose qu'il n'avait jamais connu avant. On lui donne un endroit pour dormir. Mais cet endroit a un prix. On lui explique que ce n'est pas comme là-bas, ici rien ne se garde sans payer. On parle de loyer, on parle de mois, on parle de date. Elle écoute, mais dans sa tête ça ne fait pas encore sens. Parce que pour lui, dormir n'a jamais été une chose qu'on achète. Mais ici, même le repos a un coût. Et doucement, la réalité commence à entrer. La fin. On lui dit d'aller acheter à manger. Elle regarde la nourriture, il demande le prix. On lui répond avec des chiffres. Et là, pour la première fois, il comprend qu'il ne peut pas juste prendre. Elle doit échanger. Elle doit payer. Et la viande qu'il voyait autrefois comme quelque chose de simple devient un produit. Et la quantité se mesure. Le prix se discute, tout est compté. Ce qui était abondant devient limité. Elle prend peu, il réfléchit, il calcule sans vraiment savoir comment faire. Parce qu'ici, chaque choix a une conséquence sur ce qu'il lui reste. Et ça, c'est nouveau pour lui. Même l'eau, on lui dit d'acheter de l'eau. Il regarde la bouteille, il la tourne dans ses mains, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi quelque chose d'aussi essentiel est enfermé et vendu. Avant, il se penchait et buvait. Maintenant, il doit sortir de l'argent. Et ce geste simple devient une dépense. De plus en plus, il réalise que chaque besoin passe par un système. Il n'y a plus de lien direct entre lui et ce dont il a besoin. Il y a toujours un intermédiaire, toujours un prix,
Toujours une condition. Et cette accumulation de petites choses commence à créer une tension. Elle ne dit rien. Elle observe. Elle apprend. Mais à l'intérieur, quelque chose change. Elle commence à comprendre que ce monde fonctionne autrement. Ici, ce n'est pas la nature qui décide. C'est le système. Et le système ne donne rien gratuitement. Petit à petit, la fierté du début commence à se mélanger avec une forme d'inquiétude. Il ne regrette pas encore. Mais il commence à voir ce qu'on ne lui avait pas montré. Il commence à comprendre que ce qu'il pensait être une montée est aussi une dépendance. Et plus les jours passent, plus il réalise que vivre ici demande quelque chose qu'il n'avait jamais eu besoin d'utiliser avant, l'argent. Et sans cet argent, tout s'arrête. Maintenant il est là, installé dans cette nouvelle réalité qui ne lui laisse aucun temps pour respirer comme avant, parce qu'ici tout est réglé, tout est compté, tout avance sans attendre personne, et lui doit suivre le rythme même s'il ne le comprend pas encore entièrement. Il se réveille dans un espace fermé. Un espace qui ne lui appartient pas vraiment mais pour lequel on lui demande de payer, et déjà cette idée commence à s'imposer dans son esprit. Même exister dans un endroit à un coût. Ici, il n'y a pas de place gratuite, pas de sol qui t'accueille sans condition, pas d'espace où tu peux juste être sans rendre quelque chose en retour. On lui parle de loyer. On lui explique que chaque mois, quoi qu'il arrive, il devra payer pour rester, sinon il devra partir, et cette pression-là s'installe doucement en lui, parce que ce n'est pas une option, c'est une obligation. Elle sort, il marche, il regarde autour de lui, il voit les boutiques, les gens, les échanges, tout passe par l'argent. Tout passe par un prix affiché ou caché, et il commence à comprendre que ce monde fonctionne sur une règle unique. Si tu ne paies pas, tu n'as PAS. À la fin, il entre dans un endroit pour manger. On lui demande ce qu'il veut, il choisit, mais avant même de toucher la nourriture, on lui parle de prix, et là encore, il ressent cette rupture avec ce qu'il connaissait. Avant, manger était un acte naturel. Maintenant c'est une transaction. Il regarde la quantité, il compare avec ce qu'il avait. Autrefois, il réalise que ce qui était abondant est devenu limité, que ce qui était libre est maintenant contrôlé. Il mange. Mais même en mangeant, il pense à ce qu'il a dépensé, à ce qu'il lui reste, à ce qu'il devra encore payer plus tard, et cette pensée ne le quitte plus. Même boire devient une décision. On lui propose de l'eau, mais pas n'importe quelle eau, de l'eau en bouteille, enfermée, vendue, mesurée. Il prend la bouteille. Il la regarde, il comprend que même ce qui était le plus simple dans sa vie d'avant est maintenant intégré dans un système de vente. Il paie, il boit, mais le geste n'a plus la même sensation, il y a quelque chose qui s'est cassé dans la simplicité du moment. Les jours passent et les dépenses s'accumulent. La nourriture, le logement, les petits besoins quotidiens, tout demande de l'argent, et lui commence à sentir une pression constante, une tension qui ne disparaît pas. Parce qu'ici tu ne peux pas te reposer sans penser à demain. Il entend parler d'électricité. On lui explique que pour avoir de la lumière, pour recharger un téléphone, pour faire fonctionner des choses simples, il faut payer. Il entend parler d'eau, pas celle qu'on boit seulement, mais celle qu'on utilise, celle qu'on gaspille sans réfléchir quand elle est gratuite. Ici chaque goutte a un prix. Et là, il commence à comparer. Avant, il allait à la rivière, il se lavait, il ne pensait pas à combien ça coûtait, il vivait le moment. Maintenant, chaque utilisation est une dépense, chaque geste est calculé, chaque besoin devient une charge. Ce changement-là est profond, parce qu'il ne touche pas seulement ses actions, il touche sa manière de penser. Il ne vit plus dans l'instant, il vit dans l'anticipation. Il doit penser à demain, au prochain paiement, à ce qu'il doit garder, à ce qu'il peut dépenser. Et cette logique s'impose à lui, qu'il le veuille ou non. Il commence à comprendre que ce monde ne lui laisse pas le choix. Il doit s'adapter ou il va subir. Et plus il avance, plus il réalise que ce qu'on lui a montré n'était qu'une partie de la réalité. On lui a montré la surface, mais pas le fonctionnement. On lui a montré le résultat, mais pas le coût. Et maintenant qu'il est dedans, il voit tout. Il voit que chaque chose est reliée à l'argent, que chaque besoin dépend de sa capacité à payer, et que sans ça, il ne peut rien maintenir. Petit à petit, la fierté qu'il avait en arrivant commence à s'effacer, remplacée par une lucidité nouvelle. Il comprend qu'il n'est plus dans un environnement qui le soutient naturellement, mais dans un système qui exige en permanence. Et cette exigence ne s'arrête jamais. Plus le temps avance, plus il commence à ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose de lourd, quelque chose qui ne se voit pas mais qui ne le quitte plus. La pression constante. Il se réveille avec ça, il marche avec ça, il mange avec ça, il dort avec ça. Ce n'est pas une douleur physique. C'est une présence invisible qui lui rappelle à chaque instant que tout dépend de ce qu'il a dans la main. Et cette chose, il ne la connaissait pas avant. Avant, ses journées commençaient et se terminaient sans cette tension intérieure, sans ce calcul permanent, sans cette obligation de prévoir. Maintenant, chaque décision passe par une question. Est-ce que je peux payer? Et cette question, elle revient encore et encore, jusqu'à devenir normale. Il commence à chercher comment faire pour avoir cet argent. Parce qu'il comprend que sans ça, il ne peut pas rester. Il entend parler de travail, on lui explique qu'ici, pour vivre, il faut vendre son temps, il faut donner de son énergie en échange d'un salaire. Et là encore, c'est une nouvelle logique pour lui. Avant, il utilisait son énergie pour vivre directement.
maintenant il doit l'échanger contre quelque chose qui lui permettra ensuite de vivre. Il entre dans ce système, il commence à travailler, il donne ses heures, il donne sa force, et à la fin, on lui donne de l'argent. Mais très vite, il remarque quelque chose, ce qu'il reçoit part aussi vite qu'il arrive. Le loyer prend une part, la nourriture prend une part, l'eau, l'électricité, les petits besoins prennent le reste. À la fin, il ne reste presque rien. Ça le marque profondément. Parce qu'il réalise qu'il travaille. Mais il ne construit pas vraiment, il maintient seulement sa place dans le système. Il avance. Mais il ne sort pas de la boucle. Cette boucle devient sa nouvelle réalité. Travailler pour payer. Payer pour continuer à vivre. Travailler encore pour continuer à payer. Ça ne s'arrête jamais. Il regarde autour de lui, il voit que les autres vivent la même chose, chacun est pris dans ce rythme, chacun court, chacun calcule, chacun essaie de tenir. Il commence à comprendre qu'il est entré dans quelque chose de beaucoup plus grand que lui, quelque chose qui dépasse sa volonté, quelque chose qui fonctionne avec ses propres règles. Et plus il comprend, plus une vérité s'impose à lui, ce monde ne s'adapte pas à lui. C'est lui qui doit s'adapter à ce monde. Il n'y a pas d'alternative immédiate, pas de retour simple, pas de pause possible. Il est dedans. Et maintenant, il doit faire avec. Il commence à perdre certaines habitudes, certaines sensations, certaines façons de voir la vie. Et la simplicité disparaît. La spontanéité diminue. Tout devient structuré, organisé, encadré. Même ses pensées changent. Il ne pense plus comme avant. Il ne voit plus les choses de la même manière. Maintenant il commence à voir plus loin, plus profond, il ne regarde plus seulement ce qu'il dépense, il commence à comprendre le système lui-même, il commence à relier les choses entre elles, à voir que ce n'est pas juste une accumulation de paiements, mais une organisation complète qui encadre toute sa vie. Il réalise que tout est structuré pour qu'il reste dans ce mouvement, dans cette boucle, sans jamais vraiment en sortir. Il travaille. Il reçoit de l'argent, mais cet argent est déjà attendu ailleurs, déjà réparti, déjà absorbé par des obligations qu'il ne peut pas éviter. Et là, une prise de conscience commence à se former, lente mais puissante, il ne contrôle pas vraiment le jeu. Il joue dedans. Et elle voit que même son temps ne lui appartient plus totalement. Son réveil dépend du travail. Et sa journée dépend du travail. Son énergie dépend du travail. Et tout ça pour obtenir quelque chose qui disparaît presque immédiatement dans les dépenses. Ce qu'il gagne ne construit pas une liberté. Ça entretient une survie organisée. Et cette vérité commence à peser sur lui. Et elle regarde autour de lui, il observe les autres, il voit des gens qui sont là depuis longtemps, qui courent toujours, qui paient toujours, qui espèrent toujours, mais qui restent dans la même dynamique. Et ça lui fait réfléchir profondément. Parce qu'il commence à se demander, est-ce que ça s'arrête un jour? Est-ce qu'il y a un moment où tu es libre dans ce système? Ou est-ce que tu continues simplement, encore et encore, sans fin? Et cette question reste dans sa tête. Il commence aussi à comprendre une autre chose. Ici, tout est lié à des règles invisibles mais puissantes. Des règles fixées par des structures qu'il ne voit pas directement, mais dont il ressent les effets. Le prix des choses. Le coût de la vie. Les obligations. Tout ça ne vient pas de lui, mais il doit s'y soumettre. Et c'est là qu'il entend parler de l'État, du gouvernement, de ces entités qui organisent, contrôlent, décident. Il ne les voit pas directement, mais il sent leur présence dans chaque facture, dans chaque règle, dans chaque obligation. Et doucement, il comprend ce que ça veut dire quand on dit que le système est au-dessus de l'individu. Parce que même s'il veut faire autrement, même s'il veut ralentir, même s'il veut retrouver une certaine simplicité, il ne peut pas totalement sortir de cette structure. Il est dedans. Et cette prise de conscience change tout. Parce qu'avant, il pensait qu'il s'adaptait juste à un nouvel environnement. Maintenant, il comprend qu'il est entré dans un système qui fonctionne selon ses propres intérêts, ses propres logiques, et que lui, il doit suivre. Et il commence à ressentir une forme de fatigue, pas seulement physique, mais mentale. Une fatigue liée au fait de toujours devoir penser, toujours devoir calculer, toujours devoir anticiper. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est gratuit. Rien n'est simple. Et cette complexité constante devient un poids. Et elle se souvient de son ancien environnement, pas comme un regret direct, mais comme une comparaison. Et elle voit clairement la différence. Avant, la vie était directe. Maintenant, elle est filtrée par des règles, des prix, des obligations. Et plus il comprend ça, plus une vérité s'impose à lui. Ce monde moderne, ce monde qu'on lui a présenté comme une évolution, fonctionne sur une base froide, une base calculée. Une base qui ne prend pas en compte l'humain de la même manière. Et c'est là que la phrase prend tout son sens dans son esprit. Le gouvernement est un monstre froid. L'État est un monstre froid. Pas parce qu'il est visible, pas parce qu'il parle, mais parce qu'il agit sans émotion, sans attachement, sans considération individuelle. Il impose. Il organise. Il prend. Et tais-toi, tu t'adaptes. Et face à ça, il comprend qu'il n'est plus dans un monde qui le porte naturellement, mais dans un monde qui lui demande en permanence de prouver qu'il peut rester. Et cette compréhension marque un point de bascule en lui. Et elle ne regarde plus les choses comme avant. Et elle voit clair. Et elle comprend. Et elle est réveillée à une réalité qu'on ne lui avait pas expliquée avant son départ. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change définitivement en lui. Et elle ne subit plus seulement, il observe avec lucidité. Et elle commence à voir que chaque mouvement qu'il fait est encadré,
Que chaque choix qu'il prend est déjà influencé par des règles qu'il n'a pas créées. Il comprend que même sa liberté est limitée, encadrée par ce qu'il peut payer, par ce qu'il peut se permettre, parce que le système accepte de lui laisser. Et cette compréhension est lourde, parce qu'elle enlève une illusion. Il pensait être venu chercher une vie meilleure, mais il réalise qu'il est entré dans une structure où il doit constamment mériter sa place. Il commence à regarder son travail autrement, non plus comme une opportunité, mais comme une nécessité imposée. Il ne travaille pas seulement pour avancer. Il travaille pour ne pas tomber, pour ne pas perdre ce qu'il a déjà. Commencer à construire. Cette différence est importante, parce qu'elle transforme sa manière de vivre. Elle n'est plus dans une dynamique de progression libre, il est dans une logique de maintien permanent. Il doit tenir, il doit suivre, il doit continuer. Même quand il est fatigué, même quand il n'en a pas envie, il n'a pas vraiment le choix. Et plus il avance, plus il ressent cette fatigue intérieure, cette pression constante qui ne disparaît jamais complètement. Il voit que les autres autour d'eux lui vivent la même chose, chacun avec ses responsabilités, ses charges, ses contraintes. Et il comprend que ce n'est pas un problème individuel, c'est le fonctionnement normal de ce monde. Alors il s'adapte encore. Il devient plus vigilant, plus calculateur, plus conscient. Il apprend à gérer, à prévoir, à éviter certaines erreurs. Mais au fond de lui, il garde cette vérité. Il a quitté un monde où la vie était directe pour entrer dans un monde où la vie passe par un système. Et tant qu'il est dedans, il devra continuer à jouer selon ses règles. À ce stade, il ne regarde plus la ville avec les yeux du début, il ne voit plus les lumières comme une promesse, il voit maintenant ce qu'il y a derrière, il voit les mécanismes, il voit les contraintes, il voit les chaînes invisibles qui tiennent les gens debout mais qui les empêchent aussi de sortir. Il comprend que ce qu'il vit n'est pas une situation temporaire, c'est une structure durable. Un cadre dans lequel des millions de personnes évoluent sans forcément le remettre en question. Et lui, maintenant, il est dedans, pleinement. Il commence à ressentir le poids du temps. Parce qu'ici le temps n'est pas libre, le temps est utilisé, vendu, organisé. Son matin appartient au travail. Son après-midi appartient au travail. Son énergie est répartie en fonction de ce qu'il doit faire pour continuer à tenir. Et même quand il ne travaille pas, son esprit continue de fonctionner comme s'il était encore dedans. Parce qu'il pense à ce qu'il doit payer, à ce qu'il doit prévoir, à ce qu'il ne doit pas oublier. Et cette continuité ne s'arrête jamais vraiment. Elle commence aussi à voir une autre réalité. Ici, tout le monde court, mais personne n'est vraiment arrivé. Chacun à un niveau différent, chacun a des moyens différents, mais le mouvement est le même. Travailler, payer, recommencer. Et cette répétition crée une forme d'usure intérieure. Une fatigue qui ne se voit pas toujours sur le visage, mais qui est là, constante, profonde. Elle comprend que ce système ne repose pas seulement sur l'argent. Il repose aussi sur l'habitude, sur l'acceptation, sur le fait que les gens continuent malgré tout, parce qu'ils n'ont pas toujours d'alternative claire. Elle commence à se poser des questions qu'il ne se posait pas avant. Pourquoi tout est organisé comme ça? Pourquoi chaque besoin doit passer par un paiement? Pourquoi vivre doit être conditionné à autant d'obligations? Et ces questions restent sans réponse immédiate. Mais elle change sa perception. Elle ne voit plus ce monde comme une évidence, il commence à le voir comme une construction, quelque chose qui a été mis en place, quelque chose qui pourrait peut-être être différent, mais qui pour l'instant est comme c'est à pointer. Dans cette réflexion, il sent aussi une distance se créer entre ce qu'il était avant et ce qu'il devient maintenant. Il a appris. Il s'est adapté. Il comprend mieux. Mais en même temps, il s'est éloigné de cette simplicité qu'il connaissait, de cette liberté directe qu'il ne mesurait même pas à l'époque. Et cette prise de conscience est double, il ne peut plus revenir complètement en arrière, parce qu'il a changé, mais il ne peut pas non plus ignorer ce qu'il voit maintenant. C'est là que la réalité devient encore plus forte. Parce qu'il ne vit plus seulement dans le système, il le comprend. Quand tu comprends quelque chose qui te dépasse, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Alors il continue. Il avance. Il s'adapte encore. Mais cette fois, avec un regard différent. Un regard lucide. Un regard qui voit au-delà des apparences. Ce regard-là change tout, parce qu'il marque la fin de l'illusion et le début d'une conscience plus profonde de ce monde dans lequel il est entré. Il ressent maintenant la pression de tout ce qu'il a à gérer et ce poids pèse sur chaque décision qu'il prend. Chaque centime dépensé, chaque service payé, chaque effort fourni devient un rappel constant que la vie ici n'est pas gratuite, que rien n'est offert sans condition. Il se souvient de la savane, de cette liberté où tout était simple, immédiat, naturel, où la nourriture, l'eau et le repos venaient sans effort, et il mesure brutalement la différence avec ce monde structuré, où chaque chose a un prix et chaque moment demande une contribution. Cette compréhension l'oblige à recalibrer sa façon de vivre, à planifier avec rigueur, à anticiper chaque dépense, chaque engagement, parce qu'une erreur peut avoir des conséquences immédiates et tangibles. Il apprend la valeur du temps et de l'argent non seulement comme concepts abstraits, mais comme force concrète qui détermine sa survie et son bien-être dans ce nouvel environnement. Il découvre aussi la complexité de l'éducation pour ses enfants, ce qui était autrefois un apprentissage naturel, imprégné dans le rythme de la vie quotidienne, devient maintenant une série d'institutions, de coûts, de règles et de programmes obligatoires. Il doit s'assurer que chaque étape est payée, planifiée,
exécutée correctement, et il comprend que chaque négligence peut compromettre l'avenir de ses enfants dans ce système strict. La vie moderne lui apparaît sous sa forme la plus exigeante. Chaque besoin humain fondamental, manger, boire, se loger, s'éclairer, est désormais régulé, tarifé, conditionné à sa capacité à fournir de la monnaie en échange. Il ressent la tension constante entre cette nécessité de payer et le désir intérieur de retrouver un semblant de la liberté dont il jouissait auparavant. La différence entre la savane et la ville n'est pas seulement physique ou matérielle, elle est philosophique, psychologique, existentielle. Dans son esprit, il doit apprendre à conjuguer ces deux réalités, l'une où tout lui était offert naturellement, et l'autre où tout doit être mérité, payé et contrôlé. Et cette dualité crée une tension permanente qui le pousse à devenir plus stratégique, plus attentif, plus vigilant. Il observe, il analyse, il calcule, il anticipe. Chaque facture, chaque dépense, chaque obligation devient une leçon sur la discipline et la responsabilité dans ce nouveau monde. Et dans cette adaptation, il découvre aussi une force intérieure insoupçonnée, la capacité à naviguer entre le confort perdu et les exigences imposées, à transformer la pression en stratégie, à transformer la contrainte en maîtrise. Mais il sait au fond de lui que cette maîtrise a un prix, il ne peut jamais se relâcher, jamais revenir à l'insouciance totale. La ville, avec toutes ses lumières et sa modernité, lui enseigne que la liberté ici est conditionnelle, fragile, toujours à maintenir par l'effort et la vigilance, et qu'il faudra toute sa détermination pour survivre, prospérer et protéger ce qu'il a gagné pour lui et sa famille. À ce niveau-là, il ne découvre plus seulement le système, il commence à en ressentir les conséquences directes sur lui-même, sur son corps, sur son esprit, sur sa manière de voir la vie. Et il ne s'agit plus seulement de comprendre que tout se paie, il commence à ressentir ce que ça fait de vivre dans un monde où chaque jour dépend de ce que tu peux assurer. Le matin, il se lève avec une pensée précise, pas une envie, pas une inspiration, mais une obligation. Il doit avancer. Il doit produire. Il doit continuer, parce que s'il s'arrête, tout s'arrête avec lui. Et cette pression-là devient quotidienne, normale, intégrée dans sa façon de vivre. Il n'y a plus de pause réelle. Même quand il se repose, son esprit reste actif, il pense à ce qu'il doit faire demain, à ce qu'il doit payer, à ce qu'il doit éviter. Et cette continuité fatigue, pas seulement physiquement, mais profondément à l'intérieur. Il commence à comprendre ce que veut dire le stress, pas comme un mot, mais comme une réalité qu'il vit. Chaque jour. Un poids constant, une tension qui ne disparaît pas complètement, une sensation d'urgence même quand rien ne se passe directement. Et il voit que ce n'est pas seulement lui, c'est tout le monde autour. Chacun porte quelque chose. Chacun avance avec une charge invisible. Chacun essaie de tenir. Et ça change sa vision. Il comprend que cette ville fonctionne sur cette énergie-là, sur ce mouvement permanent, sur cette pression qui pousse les gens à continuer. Il voit aussi que cette pression crée des comportements. Les gens deviennent plus rapides, plus fermés, plus concentrés sur eux-mêmes. Parce que chacun doit gérer sa propre survie dans le système. Chacun protège ce qu'il a. Chacun évite de tomber. Et lui aussi commence à changer dans ce sens-là, sans même le vouloir. Il devient plus attentif, plus méfiant, plus stratégique. Il ne peut plus être comme avant, ouvert et simple. Parce qu'ici la réalité impose une autre manière d'être. Il commence à mesurer ses paroles, ses actions, ses choix. Il réfléchit avant de dépenser. Il réfléchit avant de faire confiance. Il réfléchit avant de s'engager. Et cette transformation est profonde, parce qu'elle touche son identité. Il ne devient pas seulement quelqu'un qui vit en ville, il devient quelqu'un façonné par la ville. Et dans ce processus, il réalise quelque chose d'encore plus fort. La liberté qu'il pensait avoir gagnée en venant ici est en réalité conditionnée. Il peut bouger, il peut agir, il peut décider, mais toujours dans les limites de ce qu'il peut payer, dans les limites de ce que le système accepte. Et cette limite est permanente. Elle ne disparaît jamais. Et elle comprend que même ses rêves doivent s'adapter à cette réalité. Et elle ne peut pas simplement vouloir, il doit calculer. Et elle ne peut pas simplement agir, il doit prévoir. Et cette logique devient naturelle avec le temps, mais elle enlève quelque chose. La spontanéité, la légèreté, la liberté directe. Et c'est là que la vérité devient complète pour lui. Et elle ne vit plus seulement dans un nouvel environnement, il vit dans une condition qui demande en permanence de l'effort, de la vigilance, de la discipline. Et cette condition ne s'arrête pas. Et plus il avance, plus il comprend que ce monde moderne ne repose pas sur ce que tu es, mais sur ce que tu peux maintenir. Et maintenir coûte. Et ce coût ne disparaît jamais. À partir de là, il atteint un niveau de compréhension encore plus profond. Un niveau où il ne se pose plus seulement des questions sur ce qu'il vit, mais sur ce qu'il est devenu dans ce système. Et il commence à se regarder lui-même. Il voit ses habitudes. Il voit ses réactions. Il voit comment il pense maintenant. Et il réalise que ce monde ne l'a pas seulement accueilli, il l'a transformé. Et elle ne réagit plus comme avant. Et elle ne décide plus comme avant. Et elle ne ressent plus les choses de la même manière. Avant, il vivait dans un flux naturel. Maintenant il vit dans une structure organisée. Avant, il suivait le rythme de la vie. Maintenant il suit le rythme du système. Et cette différence est énorme, parce qu'elle touche directement son identité. Et elle comprend qu'il a appris à survivre ici,
qu'il s'est adapté, qu'il tient, mais il comprend aussi le prix de cette adaptation. Il a gagné en résistance, en stratégie, en lucidité. Mais il a perdu une forme de simplicité. Une forme de liberté intérieure qu'il ne mesurait même pas avant. Cette prise de conscience ne le détruit pas, elle le rend plus conscient. Il ne cherche plus à comparer avec regret, il observe avec clarté. Il voit que chaque monde a ses règles, ses avantages, ses limites. Mais il comprend surtout que ce monde moderne dans lequel il est maintenant repose sur une logique froide, une logique qui ne s'arrête pas, une logique qui continue, avec ou sans lui. Cette logique, il ne peut pas la changer seul. Alors il fait un choix intérieur. Il décide de ne plus subir sans comprendre. Il décide d'avancer avec conscience. Il ne peut pas sortir complètement du système, mais il peut apprendre à ne pas s'y perdre. Il peut travailler, mais sans oublier pourquoi. Il peut payer, mais sans croire que c'est la seule réalité. Il peut vivre dedans, sans laisser ce monde définir entièrement qui il est. Cette décision-là est importante, parce qu'elle marque une nouvelle étape. Elle n'est plus seulement quelqu'un qui a quitté la savane pour la ville. Elle devient quelqu'un qui comprend les deux réalités. Quelqu'un qui peut voir les forces et les limites de chacune. Dans cette position, il commence à se reconstruire autrement. Elle ne cherche plus seulement à tenir. Elle cherche à comprendre comment exister dans ce système sans perdre totalement ce qu'il était. Elle garde en lui cette mémoire de la simplicité, cette mémoire de la liberté directe, et il essaie de l'intégrer dans sa nouvelle vie. Même si ce n'est pas facile, même si le système est fort, même si la pression est constante, il a maintenant quelque chose de différent. La conscience. Cette conscience devient sa force, parce qu'elle lui permet de ne plus être aveugle, de ne plus avancer sans comprendre. Dans ce monde où tout est calculé, où tout est structuré, où tout se paie, comprendre devient déjà une forme de pouvoir. Il ne reste plus seulement dans l'observation ou la compréhension, il arrive à une forme de vérité intérieure, quelque chose de stable, quelque chose de clair qui ne dépend plus seulement de ce qu'il voit autour de lui, mais de ce qu'il a intégré. Il a traversé les étapes, il a vu le changement, il a ressenti la pression, il a compris les règles. Et maintenant il se tient face à lui-même avec une vision complète. Il ne peut plus dire qu'il ne savait pas. Il ne peut plus faire comme si tout était simple. Il sait que ce monde fonctionne avec des obligations. Il sait que vivre ici demande de l'argent. Il sait que rien ne sera donné gratuitement. Il sait que chaque jour aura un coût, visible ou invisible. Mais en même temps, il sait aussi d'où il vient. Il sait ce que c'est que vivre sans cette pression. Il sait ce que c'est que respirer sans calculer. Il sait ce que c'est que manger sans payer, que boire sans réfléchir, que vivre sans anticiper. Cette double connaissance devient une force intérieure unique, parce qu'elle lui permet de voir plus large que le système lui-même. Il comprend que la ville n'est pas une erreur, mais elle n'est pas non plus une solution complète. C'est un cadre. C'est un environnement avec ses avantages et ses contraintes. Lui, maintenant, il ne veut plus être simplement porté par ce cadre. Il veut exister avec conscience à l'intérieur. Il commence à ajuster sa manière de vivre, pas en refusant le système, parce qu'il sait qu'il en dépend, mais en changeant sa posture face à lui. Il ne court plus sans comprendre. Il ne dépense plus sans réfléchir. Il ne suit plus aveuglément. Il agit avec intention. Il commence à donner du sens à ce qu'il fait, même dans les contraintes. Il travaille, mais il comprend pourquoi. Il paie, mais il sait ce que ça implique. Il vit dans ce monde, mais il garde une distance intérieure, une lucidité qui l'empêche de se perdre complètement. Cette position est difficile, parce qu'elle demande de la discipline, de la conscience, une attention constante. Mais elle lui donne aussi quelque chose que beaucoup n'ont pas. La clarté. Il ne se laisse plus emporter par l'illusion. Il ne se laisse plus impressionner par les apparences. Il voit au-delà de la. Il comprend que derrière chaque chose, il y a un système, une logique, un fonctionnement. Cette compréhension lui permet de rester stable, même dans la pression. Il n'est pas libre comme avant, mais il n'est plus inconscient comme au début. Il est entre deux réalités, et il apprend à naviguer entre les deux. Dans cette navigation, il construit quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant, une manière de vivre consciente dans un monde inconscient. Il ne rejette pas ce qu'il était. Il ne rejette pas ce qu'il est devenu. Il rassemble les deux. Il avance avec les deux. Dans ce mouvement, il devient autre chose. Il devient quelqu'un qui ne subit plus totalement, quelqu'un qui ne suit plus sans réfléchir, quelqu'un qui comprend le prix des choses, mais aussi la valeur de ce qui n'a pas de prix. Cette compréhension finale, c'est peut-être ça la vraie transformation. Pas le passage de la savane à la ville. Mais le passage de l'inconscience à la conscience. Ça, une fois que tu l'as atteint, ça ne se perd plus. Après tout ça, il ne parle plus beaucoup. Il n'a plus besoin de longs discours, parce que ce qu'il a compris dépasse les mots. Il observe. Il agit. Il avance avec une précision nouvelle, une attention différente. Il sait maintenant que chaque chose a deux faces, ce qu'on montre et ce qui se cache derrière. Il sait que la ville donne, mais la ville prend aussi. Il sait que la modernité élève, mais elle enferme aussi. Cette vérité, il la porte en lui, sans bruit. Il continue de vivre dans ce système, il continue de payer, de travailler, de suivre certaines règles, mais intérieurement,
Il n'est plus attaché de la même manière. Il ne confond plus valeur et prix. Il ne confond plus besoin et dépendance. Il ne confond plus évolution et illusion. Et ça change tout, même si extérieurement rien ne semble différent. Il commence à faire des choix plus précis, plus calmes, plus réfléchis. Il ne court plus après tout. Il ne cherche plus à tout avoir. Il cherche à comprendre ce qui est essentiel pour lui, ce qui mérite réellement son énergie, son temps, son attention. Dans cette manière de faire, il retrouve une forme de liberté. Pas la liberté totale qu'il avait avant, mais une liberté intérieure, une liberté de penser, une liberté de regard. Il ne peut pas enlever les factures. Il ne peut pas supprimer les obligations. Mais il peut décider comment il vit avec. Il peut décider de ne pas être totalement écrasé par ces il peut décider de garder une partie de lui intacte, une partie qui n'appartient pas au système, une partie qui reste liée à ce qu'il était avant. Et cette partie devient importante, parce que c'est elle qui le maintient équilibré. C'est elle qui lui rappelle qu'il y a autre chose que ce monde structuré, autre chose que cette logique de paiement constant. Et elle comprend aussi que beaucoup autour de lui ont oublié ça, beaucoup ont complètement plongé dans le système, au point de ne plus voir autre chose, au point de croire que c'est la seule réalité possible. Et lui, maintenant, il voit la différence. Et elle ne juge pas. Et elle comprend. Et elle sait que chacun fait comme il peut, avec ce qu'il sait, avec ce qu'il a compris. Mais lui, il a vu les deux côtés. Et elle a vécu les deux réalités. Et ça ne s'efface pas. Alors il avance avec ses et elle construit avec ses et elle vit avec ses et dans ce mouvement, il devient une sorte de pont, entre un monde simple et un monde complexe, entre une vie naturelle et une vie organisée. Et peut-être que c'est ça, au final, la vraie richesse qu'il a gagnée. Pas l'argent. Pas la ville. Pas les apparences. Mais la capacité de voir clair, de comprendre profondément, et de choisir consciemment comment vivre, même dans un système qui impose ses règles.